J'ai toujours été passionnée par les faits divers. Non pas par leur côté morbide, scabreux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, c'est parce qu'un fait divers raconte nécessairement quelque chose de la société dans laquelle il survient. Ils peuvent raconter la haine, la cruauté, le désespoir, la misère sociale, la misère affective ou émotionnelle. Mais ils racontent des histoires. Et je me suis particulièrement intéressée aux histoires des coupables, des condamnés, aux méchants de l'histoire justement. Parce que c'est d'eux que vient le crime, c'est eux qui choisissent la violence. Et le fait est qu'il y a, d'un point de vue statistique, beaucoup plus d'hommes qui font ce choix que de femmes. C'est peut-être pour ça que, dans l'histoire judiciaire, on a souvent ramené les femmes criminelles à leur statut de femme, à leur nature féminine, peu importe ce qu'on entendait par là. Mon père, qui était avocat, me racontait que dans les années 70, il n'y a pas si longtemps donc, beaucoup d'ouvrages de criminologie tout à fait officiels et respectables affirmaient par exemple que la prostitution était une criminalité naturelle pour la femme. Comme on admettait l'existence chez les femmes d'une période dite de latence criminelle, autrement dit de potentiel criminel. Qui commençait avec la puberté pour s'achever avec la ménopause. Il n'y a jamais eu d'analyse équivalente pour les hommes criminels. Les crimes des femmes étaient donc liés à leur corps et à la façon dont elles l'utilisaient, c'est-à-dire à leur sexualité. Et s'il y a bien une affaire dans laquelle le comportement sexuel de la criminelle a été au centre des débats, c'est bien celle de Violette Nozière. En août 1933, à Paris, Violette Nozière, une jeune femme de 18 ans, issue d'un milieu modeste, assassine son père en l'empoisonnant. Mais non seulement Violette tue son père, crime suprême, s'il en est, mais elle dénonce aussi les viols dont il s'est rendu coupable, les années d'inceste qu'elle a subies. Or, à cette époque, parler d'inceste, dire ce crime, c'était bien pire, c'était plus grave que le crime lui-même. Pour certains artistes, poètes, pour des gens de gauche, il y avait quelque chose de l'ordre d'une réaction à la violence de l'oppression bourgeoise dans cette affaire. Mais pour tous les autres, pour le reste de la société, traditionnelle ou conservatrice, Violette Nozière n'est rien d'autre qu'une menace immense à l'ordre moral. Pour leur misère, elle commit ce crime effrayant. Et si elle n'était ni l'une ni l'autre, ni l'incarnation d'une jeunesse ouvrière avide de liberté, ni une menace à la morale bourgeoise? Si Violette n'était pas un symbole autre que celui d'une enfant qui tente par tous les moyens d'échapper à un père violeur, à un père incestueux? Si une telle lecture des faits devrait être privilégiée aujourd'hui, à l'époque, elle était impossible. À l'époque, il ne pouvait y avoir qu'une victime, et ça n'était pas Violette Nozière. Retour sur une affaire qui va lever un tabou et secouer toute une société, le procès de Violette Nozière. Vous faites de cette femme une espèce de vampe. Les femmes sont exclues du monde judiciaire. De Circé. J'étais bête, Cruelle, méchante, inflexible, pleine de défauts. sadique et perverse. Femme coupable, L'audience est suspendue. un podcast La Première, de Juliette Proutot, Admettons que quand tu as buté ton vieux, ça t'ait rien fait. préparé avec Margot Page Mais quand on va te couper la tête, ça va quand même te faire quelque chose. et réalisé par Anna Bui. On ne me coupera pas la tête. Épisode 7, empoisonnement, parricide et inceste, les 3 procès de Violette Nozière. Le 10 octobre 1934, Violette Nozière, 19 ans, entre dans la salle d'audience de la cour d'assises de la Seine à Paris. Elle est escortée par 2 gendarmes à képi qui l'installent dans le box des accusés et s'assoient à ses côtés. Elle est plutôt grande, d'1m66, elle a des cheveux au carré, ondulés, châtains, foncés, un peu de la même couleur que ses yeux. Elle a le visage rond, des vraies joues pleines, un teint pâle. Elle pourrait faire un peu poupon, mais en fait elle fait plus vieille que son âge. Avec son maquillage un peu appuyé, sa peau très fardée, elle a des sourcils très épilés qui accentuent un regard qui est lourd, un peu en biais. Et puis sa tenue aussi la vieillit quelque part. Elle est tout en noir, elle porte un manteau avec un grand col de fourrure, des gants, un béret qu'elle met de côté et qui lui cache une partie du visage. Mais sa tenue rajoute quelque chose à sa posture. Elle a l'air aussi apprêtée qu'accablée.
Élégante, elle offre l'image d'une féminité à la fois assumée et dangereuse, et en même temps un peu faible, un peu pathétique. Et malgré tout, elle déçoit. Comme c'est souvent le cas chez les femmes criminelles, leur physique ne colle que rarement à l'idée qu'on s'en fait. Un journaliste écrit « Elle ressemble à une loque ». Un autre, de Paris Soir, dit de Violette « C'est une grande fille au trait un peu rude et vêtue dans le genre des aimables personnes qui fréquentent les brasseries du quartier latin. À tout cela, il faut ajouter que la jeune fille est certainement moins jolie qu'on le disait. » C'est qu'on en a dit aussi des choses sur Violette Nozière. On lui en a donné des noms, on lui en a imaginé des traits. Mais c'est toujours la même question. Comment le crime peut-il être si dérangeant et la criminelle si ordinaire ? Parce que le crime de cette toute jeune femme, c'est pourquoi elle se trouve là au milieu de la cour d'assises, eh bien ce crime est tout sauf ordinaire. Violette risque sa tête d'ailleurs, au sens littéral du terme. Elle risque sa tête dans ce procès. D'ailleurs, à cette époque, la tradition judiciaire voulait que les femmes échappent à la guillotine, un signe de compassion ou de pitié, de cette justice d'homme pour le sexe faible. Mais pour elle, ça risque d'être différent. On n'empoisonne pas son père, on ne tue pas son père, et on n'essaye pas de se justifier en insultant sa mémoire, en inventant des atrocités dont on ne peut même pas dire le nom en public. C'est ces explications, c'est les accusations d'inceste qui placent Violette du côté de celles qui, malgré la tradition, risquent leur tête. Surtout si on a comme elle un passé de débauché, de dépravé, qui n'est certainement pas vu comme une quête d'émancipation. Non, alors elle est là, Violette, à risquer sa tête. Les jurés, 12 hommes, entrent dans la salle d'audience. Bientôt, ce sera au tour des juges. Le procès de Violette Nozière, 19 ans, va commencer, et à travers elle, celui des mœurs de toute une époque. Séquence 1, la fleur du mal. Les Nozière habitent rue de Madagascar, c'est une rue du 12e arrondissement de Paris. Anne-Emmanuelle de Martigny. Une rue typique d'un quartier populaire. Le milieu de Violette Nozière est un milieu modeste, populaire. Son père, Baptiste Nozière, est mécanicien au Paris-Lyon Méditerranée. Et sa mère, comme la plupart des mères de l'époque, elle est femme au foyer. Alors, la mère, Germaine, et le père, Baptiste, forment un ménage ouvrier. Le père, il travaille sur sa locomotive, il fait un travail salissant, c'est un ouvrier. Et en même temps, les mécaniciens, c'est un peu l'aristocratie dans le monde des cheminots. Donc ça, c'est très intéressant parce que ce sont à la fois des ouvriers, mais en même temps, ils sont au-dessus. Donc ils sont quelque part entre la classe ouvrière et les classes moyennes. Et un avocat parle pour les Nozière des Français moyens. Et alors c'est intéressant la notion de Français moyens parce que du coup, tout le monde peut s'identifier à eux. Et tous ceux qui vont lire le journal en 1933, au moment du crime de Violette Nozière, eh bien, ils vont pouvoir se reconnaître. C'est pour ça que ça les touche. Ils sont proches des classes moyennes et du coup, ils en ont, les comportements et les ambitions. Ils ont de l'épargne, des économies à la banque. Ils misent sur l'ascension sociale. Et comment on s'élève dans la société ? Eh bien, par le biais de l'enfant unique. Violette Nozière est une enfant unique et l'ascension, elle passe par l'école. Les parents Nozière verraient bien leur fille professeure de mathématiques. Et dans la société dans laquelle évolue Violette, eh bien, on doit l'obéissance absolue à ses parents, surtout à son père, surtout quand on est une fille. Or, Germaine et Baptiste, les parents de Violette, ils l'étouffent. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle ressent l'attention et les contraintes qui pèsent sur elle. Et puis, non seulement elle est l'enfant unique de la famille, elle est née juste après la Première Guerre mondiale, mais en plus, on peut dire qu'elle a du tempérament. D'ailleurs, c'est peut-être autre chose qu'une question de tempérament, en fait. Violette, c'est une enfant plutôt très intelligente. Mais elle grandit avec ce qui ressemble à la fois à une soif de liberté et un mépris croissant pour le milieu dont elle est issue. Est-ce que c'est la condition plutôt modeste de ses parents, cheminots et ouvriers, qui lui apparaît rapidement comme un frein, comme une limite à ses envies, à ses perspectives ? Il y a la dimension financière, évidemment, elle ne peut pas se payer ce qu'elle veut. Mais c'est pas que ça.
Les ambitions que ses parents ont pour elle sont étriquées, sont normées. Elles correspondent à un milieu donné, à une époque donnée. La fantaisie, l'aventure, la remise en question des conventions, c'est pas pour eux. N'y a-t-il pas que les bourgeois qui peuvent se permettre ce genre de comportement de toute façon ? C'est peu dire que son adolescence se passe pas très bien. Alors que jusqu'à ses 12 ou 13 ans, c'est une élève sérieuse, les choses se dégradent. Nous sommes en 1927-1928, et Violette devient insolente, elle sèche les cours. Dans l'un de ses bulletins scolaires, un prof la décrit ainsi. Paresseuse, sournoise, hypocrite et dévergondée. D'un exemple déplorable pour ses camarades. Elle se fait renvoyer régulièrement de son lycée, se forge une réputation, comme on dit. Elle fait les 400 coups et pour s'amuser, pour sortir au café, dans les brasseries. Pour être chic, pour être élégante, il faut de l'argent. Et cet argent, elle va le chercher directement là où il est, dans les poches de ses parents, en volant les commerçants de son quartier. Et puis, petit à petit, plus elle grandit, plus elle veut voir grand. On dirait qu'elle la veut, la grande vie, justement, celle des gens qu'elle côtoie autour de son lycée, le lycée Fénélon dans le quartier latin de Paris, autour de la Sorbonne. Celle des étudiants bourgeois, des intellos, des fêtards, où tout semble possible. Mais si Violette a des envies qui ne correspondent pas à son milieu modeste, elles ne correspondent pas non plus à son genre. Elle semble avoir une vie plus libre que les jeunes filles de son âge et de son milieu. Car sa liberté, Violette l'applique dans tous les aspects de sa vie, y compris les plus intimes, dans son rapport à son corps, à sa sexualité. Alors elle pose nue dans un magazine pour de l'argent, elle a des amants. Quand on dit qu'elle sèche les cours, ça veut dire qu'elle circule dans la ville à des horaires où elle ne devrait pas circuler. Le soir aussi, elle sort et elle a un comportement sexuel qui est hors norme. Anne-Emmanuelle de Martigny. Les journalistes ont parlé de prostitution. Historienne. Est-ce que c'est vraiment de la prostitution ? Non. Parfois, elle demande de l'argent, mais pour un repas. C'est pas des passes tarifées, si vous voulez. Hein. Mais enfin, ça, c'est un comportement qui est hors norme. Et puis, il y a aussi la précocité. Depuis l'âge de 16 ans, elle a des relations sexuelles depuis l'âge de 16 ans. Il semblerait aussi qu'elle ait un protecteur, un vieux protecteur. Alors, il n'est pas sûr qu'elle ait des relations sexuelles avec lui, mais enfin, ça fait encore un homme à ses côtés. Autrement dit, selon les critères en vigueur à l'époque, à l'encontre des femmes, c'est peu dire qu'elle n'est pas sur le bon chemin. Sa quête d'émancipation, d'ascension passe par le sexe, soit. Qu'on la trouve dévergondée, égoïste, capricieuse, peu importe ce qu'on dit d'elle au final. Violette veut fuir. Quoi exactement ? Son milieu, ses parents, son père ? On ne sait pas encore, mais pour l'opinion publique de l'époque, c'est plutôt clair. Il ne s'agit que d'une débauchée, ce qu'elle veut, c'est profiter. Et tous les moyens sont bons. Un journaliste dira d'ailleurs... Violette s'adonnait à la débauche la plus vite, à l'âge où on joue encore à la poupée. Petit à petit, Germaine et Baptiste deviennent les principaux ennemis de Violette. D'ailleurs, elle a commencé à s'inventer une autre famille. Elle ment à ses camarades du quartier latin. Elle se donne un nouveau nom, Christiane d'Arfeuil. Se présente comme une bourgeoise, une fille d'ingénieur. Elle s'éloigne de ses parents et de tout ce qu'ils représentent. Mais les choses changent véritablement quand elle rencontre un homme, Jean Dabin, dont elle tombe amoureuse. Est-ce que les choses vont grandissantes ? C'est-à-dire, est-ce que le conflit entre la jeune fille et ses parents sur la question de la liberté va grandissant ? Et certainement, surtout que Violette Nozière a rencontré Jean et qu'elle en est amoureuse et que là, eh bien, elle veut avoir du temps pour le passer avec lui. Et au moment justement de l'amour, eh bien, les conflits avec les parents sont exacerbés. Alors, elle rencontre Jean Dabin à la fin du mois de juin 1933. Et le crime qu'elle commet, c'est au mois d'août 1933. Donc il y a un moment où, avec la rencontre avec Jean, il y a quelque chose qui se précipite. Jean Dabin, un beau jeune homme brun qui porte des lunettes en écaille ronde. Bon, il est dans les photos typiques des jeunes gens des années 30. Son niveau social, à lui, est un peu supérieur à celui de Violette Nozière, c'est les classes moyennes. Et il est étudiant en droit. Il
milite ou a milité, plus ou moins, dans les milieux d'extrême droite. Et au journal L'Action française de Charles Maurras, il aurait pioché dans la caisse. Bon, il n'est pas tout à fait recommandable. C'est un personnage qui n'occupe pas un beau rôle, parce que Violette allait au café avec ses amis, en particulier avec Jean Dabin, et c'était Violette qui payait. Et donc on estime que ce Jean Dabin, en fait, il ne respectait pas les usages genrés. C'est l'homme qui paye. Hein. Or là, c'était Violette qui payait les additions, et du coup, on rentre dans un système qui semble être prostitutionnel pour les journalistes. Jean Dabin est donc un parieur, un flambeur. Il est endetté. Il a des goûts de luxe et il profite de l'argent de Violette. Il l'imagine riche héritière. Ça l'arrange. La jeune fille l'entretient, coincée entre son mensonge et l'envie de vivre le style de vie qu'il incarne. Un journaliste de l'époque dira « Les rêves de Violette se situaient 1 ou 2 étages au-dessus du déplaisant bric-à-brac que constituait la vie de ses parents. » Et à un moment, la frustration, la colère sourde qui monte dans l'esprit de Violette atteint un point de non-retour. Pour qu'elle puisse être libre, ses parents doivent disparaître. Ils doivent mourir pour lui permettre de vivre comme elle le souhaite. À moins que ce ne soit pour se libérer d'autre chose. Parce que cette description, celle qu'on vient de faire, c'est celle des journaux de l'époque. Elle traduit le regard de la société d'alors sur cette jeune femme. Toujours est-il que le 23 mars 1953, elle achète dans une pharmacie un tube de Soménal, un mélange de somnifères et de barbiturique. Sous un faux prétexte, elle convainc Germaine et Baptiste d'en prendre. Mais la dose est trop faible. Les parents font un malaise, et par hasard, un début d'incendie se déclare dans l'appartement des Nozières. Les voisins sont alertés par Violette et les parents sont emmenés à l'hôpital. Leur malaise sera mis sur le compte de la fumée toxique, et toute la famille retourne rapidement dans le 2 pièces cuisine. Presque 5 mois plus tard, jour pour jour, Violette renouvelle l'expérience. Et cette fois avec plus de succès. Séquence 2, les crimes de Violette. Édouard Duc-Pessiot, juriste et journaliste belge du 19e siècle, a écrit « L'amour des parents pour leurs enfants et celui des enfants pour leurs parents est peut-être le sentiment que la nature imprima en caractère le plus ineffaçable dans tous les cœurs. C'est ce sentiment divin qui fut le premier lien des sociétés. » Et bien ce soir du 21 août 1933, Violette Nozières, 18 ans, décide de briser ce lien. Ce faisant, c'est donc à la société qu'elle s'attaque aussi. Les sentiments qu'elle éprouve pour ses parents, elle ne les reconnaît plus, elle ne les ressent plus. Ambition et frustration ne font pas bon ménage, surtout quand on est une femme, de condition modeste. Alors Violette se laisse engloutir par sa haine. Haine de la petite vie de ses géniteurs, haine d'un système qui la voudrait ailleurs, autrement, qui la voudrait sage, docile et obéissante. Haine de son père aussi. Alors après une énième dispute, son père avait trouvé une lettre de Jean, Violette sort de nouveau le tube de Soménal, le puissant somnifère. Elle a appris la leçon. Elle verse une très grande dose de ces pilules écrasées dans les verres de vin de Germaine et Baptiste. Elle leur dit « Faisons la paix, trinquons !» Le père boit son rouge cul sec. Il s'effondre. Germaine, qui trouve le vin acide, ne finit pas son verre. Elle tombe dans les pommes et se heurte la tête. Violette vide alors les tiroirs et les poches de son père, récupère 3000 francs et quitte l'appartement. On ne sait pas exactement ce qu'elle fait ensuite. On sait qu'elle se promène dans le bois de Vincennes à côté de chez elle, qu'elle rejoint le quartier latin, qu'elle y prend une chambre d'hôtel. Le lendemain, elle enchaîne les rendez-vous chez le coiffeur, déjeune au Café du Palais, son QG, un peu de shopping ensuite, et le soir, elle retrouve une amie, Madeleine, pour aller danser à Montmartre. Cet emploi du temps sera largement utilisé contre elle ensuite, comme une illustration de sa cruauté, de son absence totale de remords. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire après avoir tué de toute façon ? C'est quoi le bon comportement quand on vient d'empoisonner ses parents ? Une chose est sûre, la façon dont la jeune femme décide de passer les 24 heures qui suivent le meurtre ne lui sera pas pardonnée. Après le bal, elle retourne chez ses parents, allume le gaz pour faire croire à un suicide et file donner l'alerte à ses voisins. Quand les secours arrivent, ils constatent le décès de Baptiste Nozières, mais Germaine, elle, est encore vivante. Dans le coma, mais vivante. Violette, qui s'est enfuie entre-temps, est arrêtée le 28 août 1933, une semaine après son crime.
Et si elle est arrêtée, c'est notamment grâce ou à cause du grand intérêt, de l'implication des journaux de l'époque pour cette enquête. Et c'est là que l'arrestation de Violette Nozière est intéressante et elle est digne d'un film. Parce que donc, après son crime, Violette Nozière a disparu pendant une semaine. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle erre dans la ville et elle passe du temps en particulier au Champ de Mars, dans les jardins du Champ de Mars. Et là, elle est courtisée par des jeunes hommes. Donc, ils se voient, ils prennent un apéritif, ils se revoient, etc. Et puis, un a l'impression que cette jeune femme qui se fait passer pour Christiane d'Arfeuil, elle ressemble quand même beaucoup à cette Violette Nozière parricide, dont la presse a publié le portrait. Donc, ces jeunes hommes ont des soupçons. Et ils en parlent à un de leurs amis qui s'appelle le comte de Pinguet, parce que le comte de Pinguet a des connaissances dans la police. Alors, il vient lui aussi rencontrer cette jeune femme, et puis, en effet, il se trouve que la ressemblance assez forte, donc il mène sa petite enquête. Il va aller aussi chez Paquin, grande maison de couture, parce que Christiane d'Arfeuil a dit qu'elle était première main chez Paquin. Or, chez Paquin, personne ne connaît Christiane d'Arfeuil. Donc, que fait le comte de Pinguet ? Il passe un coup de fil à son oncle, qui travaille dans la police. Et là, à la brasserie Brune, à la Mode Piquet, au rendez-vous avec le comte de Pinguet, c'est pas le comte de Pinguet que Violette Nozière va trouver, mais les policiers. Donc les policiers l'attendent, les deux policiers l'attendent devant la brasserie à la Mode Piquet Grenelle. Elle monte dans la voiture de la police qui l'amène quai des Orfèvres, et dans la voiture, elle est tout de suite interrogée, on lui demande « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, elle débite un mensonge en évoquant un triple suicide. Nous voulions nous suicider tous les trois. Mon père était désespéré, etc. Et puis, très vite, dans la voiture, elle se ravise et elle dit « c'est moi qui ai tué mon père ». La déflagration est d'abord médiatique. Tout choque dans cette histoire. Le crime, le statut de la victime, la coupable. La victime d'abord. À cette époque, comme l'explique l'historienne et professeure Michèle Perrault, le mari-père, délégué de l'État dans le privé, est le régulateur de l'ordre familial, comptable de l'honneur de la famille et le juge de la conduite de sa femme et de ses enfants, notamment de ses filles. L'historienne poursuit. Tout repose sur la séparation du public et du privé, et la place de la famille, dont la femme est un membre, et dont l'homme est le seul chef. En tuant ce chef, Violette récupère le pouvoir, le contrôle, et la narration de sa vie et de son futur. Sans père ni mari, pour conditionner son accès à la liberté, au savoir, au travail, alors elle s'arroge une autre voie. D'une certaine façon, elle a pris les devants pour échapper au destin qui aurait dû être le sien. Son crime est politique. Et c'est justement pour ça que le parricide figure tout en haut de la hiérarchie criminelle. La philosophe Elsa Dorlin compare le parricide à un coup d'État, à un renversement. À l'échelle de la cellule familiale, certes, mais ça n'en est pas moins politique, au contraire. Et si en plus le parricide est commis par une jeune femme, et si en plus l'arme du crime est un poison ? Parce que le poison n'est pas anecdotique dans cette histoire. Un psychiatre, le docteur Truel, ça s'invente pas, témoigne à l'époque des faits dans un journal, et conclut que, selon lui, Violette Nozière, c'est l'éternelle histoire des empoisonneuses. C'est l'éternelle histoire des empoisonneuses. L'histoire des crimes essentiellement féminins. Alors les propos des psychiatres sur la figure de l'empoisonneuse sont tout à fait intéressants parce qu'ils sont significatifs du poids de la figure de l'empoisonneuse dans l'imaginaire du crime et dans l'imaginaire du crime au féminin. L'idée qu'il y a des crimes qui sont spécifiquement
féminin et l'empoisonnement en est le pire. Pourquoi ? Ça renvoie à toute une conception de ce qu'est la femme par essence, de ce qu'est la nature féminine. Et pour commencer, la nature féminine est faible. Alors, pour verser quelques gouttes d'arsenic dans le bouillon, il n'y a pas besoin d'être musclé. Et puis, c'est un crime aussi qui s'accorde au fait que, les hommes, ils sont forts, mais ils sont aussi réputés être courageux. Alors, si les hommes sont courageux, les femmes, elles sont quoi ? Si elles sont faibles au physique et elles sont faibles au moral. Et l'empoisonnement, c'est compris comme un crime de lâche. Et on voit bien que ces représentations du féminin sont des représentations marquées par une misogynie pluriséculaire. Donc la femme faible, c'est un crime d'hypocrite qui implique une préparation, donc une préméditation. Donc ça renvoie à une image de la femme diabolique, si vous voulez, qui puise alors évidemment dans un imaginaire on ne peut plus ancien, puisque le modèle des empoisonneuses, c'est Ève. C'est Ève qui a tendu la pomme empoisonnée à Adam. L'empoisonnement comme crime de femme, c'est une construction. C'est une construction. Et dans les statistiques, on est en 1933, pour entre-deux-guerres, des empoisonnements, c'est un crime rarissime, l'empoisonnement. Les chiffres ne veulent pas dire grand-chose, mais il y a autant d'hommes que de femmes qui empoisonnent. Mais c'est une construction qui est utile parce qu'elle permet de comprendre facilement le crime de Violette Nozière. C'est une empoisonneuse, donc Violette Nozière a la psychologie qu'on prête aux empoisonneuses. Elle est lâche, elle est insensible, elle est hypocrite, elle est cupide, elle a une sexualité débridée, parce que tout ça, c'est des caractéristiques qui sont prêtées aux empoisonneuses. Avec l'empoisonnement, le parricide de Violette Nozière prend donc une nouvelle dimension. Une dimension vénéneuse, une dimension féminine en réalité. Et avec son crime, c'est Violette qui prend une nouvelle dimension. Désormais, elle incarne une figure, celle d'une femme fatale, vénale. Au XIXe siècle, les criminologues expliquent qu'on ne trouve que deux motifs à l'empoisonneuse, la cupidité ou la débauche. Or, dans le cas de Violette, c'est les deux. Non seulement elle a tué, lâchement, par le poison pour de l'argent, mais en plus cet argent, elle le dépense pour s'acheter des robes, pour se payer des hôtels chics pour coucher avec ses amants. Cet argent, Violette l'a utilisé pour parfaire son chemin de débauche. Mais au moment de son arrestation, Violette, elle ne fait pas que confesser son crime. Elle le justifie. Elle dit au juge d'instruction « Si j'ai agi ainsi vis-à-vis de mes parents, c'est que depuis 6 ans, mon père abusait de moi. Mon père, quand j'avais 12 ans, m'a d'abord embrassé sur la bouche. Puis il m'a fait des attouchements avec le doigt. Puis il m'a fait des attouchements avec le doigt. Et enfin, il m'a prise dans la chambre à coucher. Enfin, il m'a prise dans la chambre à coucher et en l'absence de ma mère. Ensuite, nous avons eu des relations dans une cabane du petit jardin que nous possédions près de la porte de Charenton, à intervalles variables, mais environ une fois par semaine. Je n'ai rien dit à ma mère parce que mon père m'avait dit qu'il me tuerait et qu'il se tuerait aussi. Il y a déjà 2 ans que j'ai commencé à détester mon père. Et 1 an que j'ai pensé à le faire disparaître. Séquence 3. La déflagration médiatique. On va savoir tout de suite, par la presse, quel est le mobile qui a été énoncé par la coupable qui vient d'être arrêtée. Et les accusations que Violette Nozière porte contre son père, elles créent l'indignation. Quand on ouvre les journaux, les journalistes n'en reviennent pas. Et ces accusations de la jeune fille, elles sont rejetées immédiatement, comme mensongères. C'est-à-dire qu'elles sont comprises comme des preuves de son cynisme.
une jeune fille qui n'hésite pas à salir sa victime pour excuser son crime. Du coup, elles accentuent le portrait du monstre, de ce monstre en jupon. Il ne vient à l'idée de presque personne que ces accusations puissent être vraies. Et donc se développe la figure de la parricide mythomane qui mentait à ses parents quand elle voulait sortir, qui mentait à ses amants en donnant de faux noms. Et donc les accusations d'inceste, ça rentre dans le tableau de la mythomanie. C'est Violette Nozière, une adolescente à l'imagination déréglée, mais c'est normal, c'est la puberté. Cette manière de traiter la parole de Violette Nozière, elle montre à quel point l'inceste est inconcevable. C'est-à-dire que c'est une chose qui paraît à la fois invraisemblable et une chose dont on ne peut pas parler. Le mot inceste est très peu prononcé dans la presse. Alors, comment les journalistes en parlent ? Eh bien, ils utilisent des périphrases. En gros, l'expression, c'est la monstrueuse accusation, ou l'infâme, ou l'abominable accusation que la parricide a proférée. Ça paraît d'autant moins crédible que les détails se multiplient sur la débauche de Violette Nozière, sur sa précocité. Donc c'est un mauvais sujet, si vous voulez. Et du coup, elle a peu de chances de convaincre si on rapporte ce comportement au portrait du père Nozière, ce brave père qui était un bon époux, qui était un père affectueux, qui était un bon ouvrier. Elle a été considérée à l'époque comme une jeune fille émancipée et le résultat d'une évolution des mœurs trop rapide et néfaste. C'est pas qu'elle recherche... Elle recherche une forme de liberté, mais qui est de se libérer de son père. Et tout son comportement sexuel, qui, encore une fois, n'est pas dans la norme, il s'explique autrement si on part du principe que ce qu'elle a raconté sur les relations incestueuses avec son père sont vraies. Elle veut d'autant plus échapper à son père qu'elle a rencontré un jeune homme qu'elle aime. Non seulement Violette tue son père, mais par ses déclarations, elle tue l'image du père, la mémoire d'un mort qui incarne, en tant qu'homme et en tant que chef de famille, la pierre angulaire de la société de l'époque. Le commissaire en charge de l'enquête s'appelle Marcel Guillaume. C'est un policier expérimenté. Les anarchistes et criminels de la bande à Bonneau, c'est lui qui les a arrêtés. Landru, le célèbre tueur en série, c'est lui aussi. Il porte le costume, et sa moustache épaisse et bien brossée est typique de l'époque. Et surtout, c'est un homme rigoureux. Il prend au sérieux les déclarations de Violette. En tout cas, il ne les rejette pas en bloc par principe, ce qui le distingue déjà de la grande majorité de ses collègues. Alors il cherche. Il tente d'explorer cette piste. Il retrouve les gravures pornographiques dont lui a parlé Violette, cachées dans la chambre de Baptiste Nozière, exactement là où la jeune fille le lui avait indiqué. Il récupère aussi des torchons tachés de sperme. Violette lui avait raconté que son père s'en servait pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Et si ces éléments ne prouvent pas grand-chose, en tout cas s'ils ne constituent pas une preuve irréfutable de l'inceste, ils remettent en question la moralité de M. Nozière. Et puis, il y a aussi le fait que tout le monde s'accorde à dire que le comportement de Violette a changé assez radicalement vers ses 12-13 ans. Rappelez-vous, dans ses bulletins de notes, ses professeurs avaient noté sans le comprendre un changement d'attitude. Et selon la jeune fille, c'est à cet âge-là que son père a commencé à la violer. Elle s'en était d'ailleurs confiée à quelques amis. Là aussi, pas de preuve absolue, mais quand même. On trouve certaines personnalités publiques pour prendre la défense de Violette. Ils ne sont pas nombreux, mais ils permettent d'incarner le récit, la vérité de la jeune femme. Il y a Louis Aragon, qui publie une tribune pour l'humanité, Marcel Aimé, qui écrit « Dans l'hypothèse d'un inceste, quelle pitié ne méritait pas la malheureuse, et quel pardon ?» Mais c'est dans le courant surréaliste que les voix se font le plus entendre. Paul Éluard lui consacre 2 poèmes, Magritte lui dédie un tableau. Un petit recueil est même publié avec 8 dessins et 8 textes, signés par les grands noms de ce courant, dont ce poème de Benjamin Perret. « Papa, mon petit papa, mon tu me fais mal, disait-elle. Mais le papa qui sentait le feu de sa locomotive, un peu en dessous de son nombril, violait dans la tonnelle du jardin, au milieu des manches de pelle qui l'inspiraient.
et tous ceux qui font uriner leurs plumes sur le papier journal. Tous s'acharnent sur celle qui est comme le premier marronnier en fleurs. Celle qui est comme le premier marronnier en fleurs. Le premier signal du printemps. Le premier signal du printemps qui balayera leurs boueux hivers. Parce qu'ils sont les pères, ceux qui violent. Ceux qui violent, à côté des mères, celles qui défendent leur mémoire. D'ailleurs, la mère de Violette, Germaine, ne prend pas le parti de sa fille, au contraire. Pendant l'enquête menée par le commissaire Guillaume, plusieurs confrontations sont organisées entre la mère et la fille. Durant l'une d'elles, à Violette qui lui demande pardon, sa mère la repousse. Tue-toi! Tu as tué ton père! Un époux si bon, tue-toi! Jamais je ne te pardonnerai, qu'après le jugement, quand tu seras morte. Séquence 4. Les 3 procès de Violette Nozière. La violence des mots de Germaine Nozière préfigure pour Violette celle du procès à venir. Il s'ouvre le 10 octobre 1934. Quand Violette Nozière entre dans la salle d'audience, une rumeur mécontente semble parcourir le public. La jeune fille de 19 ans à peine ne correspond donc pas à la fleur du mal décrite dans les journaux. Tous attendaient une femme fatale, qu'ils s'apprêtaient à haïr, à mépriser. Ils se retrouvent face à une gamine trop maquillée. Le procès s'ouvre avec la lecture des charges retenues contre Violette. Elle est donc accusée d'avoir, le 23 mars 1933, tenté de donner volontairement la mort à ses pères et mères légitimes par l'administration de substances susceptibles de la donner, plus ou moins promptement, et le 21 août 1933, volontairement donner la mort à son père légitime et tenter de la donner à sa mère légitime par les mêmes moyens. Fait unique en son genre, la propre mère de Violette se constitue partie civile contre son enfant. C'est du jamais vu. La première journée d'audience est consacrée à la personnalité de la criminelle. On revient donc sur le passé de Violette, sur les nombreux vols qu'elle a commis, sur les accusations de prostitution qu'elle nie farouchement, sur ses nombreux amants aussi. On insiste aussi sur le fait que la jeune fille a eu des rapports sexuels avec des étrangers, des immigrés. Une trahison supplémentaire d'une certaine façon. C'est le racisme qui se dispute à la misogynie. Violette sanglote parfois, elle a la gorge nouée, elle ne fait pas la fière, elle a surtout l'air écrasée par la machine judiciaire. Quand elle aperçoit sa mère à quelques mètres d'elle, elle se met à pleurer. Germaine Nozière, qui est appelée à témoigner contre sa fille, est une incarnation parfaite de la veuve éplorée. Avec son voile noir qui cache ses yeux rouges et son visage blanc, elle a l'air si fragile, elle a l'air ahurie de tristesse. Quand le président lui demande pourquoi est-ce qu'elle s'est constituée partie civile, Germaine Nozière répond d'une traite, la main crispée sur le bras de son avocat. J'aimais mon mari. J'ai voulu venger sa mémoire. Je ne peux pas supporter, même de la part de ma fille, qu'on veuille ainsi le salir. Violette s'effondre en entendant ces mots. À la reprise de l'audience, elle jure ne jamais avoir voulu s'en prendre à sa mère. Elle évoque une urgence à se défaire de l'emprise de son père. Alors que son avocat interroge Germaine sur les accusations portées par Violette à l'encontre de son mari, l'auditoire se scandalise. Le président intervient. Les jurés savent tous de quoi il s'agit. Voyons s'il en est un seul qui souhaite que nous insistions, qu'il lève la main. Les 12 jurés, comme un seul homme, hochent la tête avec énergie, en disant « Assez, assez ». Une partie de la presse soulignera ensuite que ces détails sordides n'auraient jamais dû être mentionnés. L'inceste ne peut donc pas encore exister dans une cour d'assises. D'ailleurs, Violette ne réitérera pas, pendant l'audience, ses accusations de viol. Mais comment s'en étonner ? Quand le président lui demande d'expliquer pourquoi elle a tué ses parents, elle arrive à dire « je ne peux pas ». Il faut quand même s'imaginer les choses. 19 ans, une jeune fille qui est dans le box des accusés, il faut voir tout le cérémonial d'un procès d'assises. 19 ans, elle a porté des accusations contre son père l'année précédente. Elle n'a pas été crue. Elle a été traînée dans la boue. Comment va-t-elle arriver à parler dans une cour de justice de l'inceste, à donner des détails publiquement? Ça paraît très très difficile. Et le président, il n'a pas insisté, parce que c'est tabou, parce qu'on ne parle pas de ces choses-là. Viennent ensuite les témoignages des collègues du père, de Baptiste Nozière. Ses amis cheminots qui jurent tous avec assurance que l'homme était le meilleur et le plus brave garçon de la terre. Ils ajoutent aussi, presque malgré eux, que Violette leur avait paru une fille affectueuse et prévenante envers ses parents.
Mais un premier rebondissement intervient lors de la plaidoirie de l'avocat de Germaine Nozières. Il conclut son temps de parole par les mots suivants. J'ai reçu ce matin dans mon cabinet la visite de Madame Nozières, vivante image du désespoir. Elle m'a chargé, messieurs, de vous demander de n'être point impitoyable envers sa fille, à laquelle elle pardonne le mal qu'elle lui a fait. La partie civile se désiste. Germaine pardonne donc, après tout. La mère a-t-elle pris le dessus sur l'épouse ? C'est en tout cas comme ça que cette révélation est prise par le public. Jusqu'au bout, Germaine incarnera aux yeux des médias la vision de la moralité, de la droiture. Elle a défendu la mémoire de son mari avant de prendre, in extremis, la défense de son enfant. C'est ce qu'on attend d'une femme, somme toute. L'avocat général, Godel, lui aussi reste dans son rôle. Lui, qui représente la société, offre un réquisitoire en harmonie avec l'opinion publique, un réquisitoire d'une grande violence. Après avoir considéré que les qualités du père Nozières rendaient inadmissibles les accusations de Violette, il la qualifie de vicieuse, de dévergondée, dépensière, menteuse, cynique, vaniteuse, et de surcroît paresseuse. Il dit « C'est cette paresse qui l'a conduite au stupre, c'est-à-dire à la débauche. Et comme d'habitude, la débauche l'a conduite au meurtre. » Il affirme alors d'une voix qui ne tremble pas « Je requiers la peine capitale contre cette misérable fille qui, non contente de tuer son père, a déversé sur sa tombe le flot de calomnies et de mensonges que lui a dicté sa perverse imagination. » Alors qu'on pense le procès définitivement plié, l'un des avocats de Violette décide de faire entendre un dernier témoin juste avant sa plaidoirie finale. La manœuvre est risquée, elle ne correspond pas au timing, au déroulé classique d'un procès d'assises. Mais l'avocat insiste. Il veut que les jurés entendent une autre version de l'affaire, une version différente de celle présentée par l'avocat général et les médias. Alors se présente à la barre un jeune homme, Paul, un étudiant en droit, qui prend la parole d'une voix forte. Je connais Violette Nozières depuis 3 ans. Un jour, je l'ai rencontrée dans une brasserie. Et comme elle paraissait triste, je l'ai emmenée faire une courte promenade au Luxembourg. Là, elle m'a dit qu'elle avait contracté une grave maladie secrète. Je lui demandai alors si ses parents s'occupaient d'elle pour la faire soigner, mais elle répliqua que ses parents ne l'aimaient point, et que son père se conduisait avec elle d'une manière ignoble. Un grondement parcourt la salle d'audience. L'avocat général Godel, rouge écarlate d'indignation, s'écrie à l'adresse du jeune homme. « Mais vous n'avez point fait votre devoir ?» Mais Paul ne se laisse pas impressionner. Il poursuit toujours d'une voix forte. Je ne suis pas le seul à qui Violette a fait cette confidence. Beaucoup au quartier latin pourraient en dire plus long que moi. Et c'est parce qu'ils se sont tus jusqu'au bout qu'en mon âme et conscience, j'ai demandé à comparaître devant la cour. À Godel qui l'interrompt. « Et vous avez des noms ?» Le jeune homme répond. « Je peux au moins vous en citer 2. » Godel le coupe. Il est trop tard pour cela. Et le président de la cour, le juge-père, renvoie le témoin. L'atmosphère est électrique. Maître Vézine-Larue, l'avocate de Violette, prend ensuite la parole. Il veut changer la dimension de ce procès. Il veut le ramener à l'échelle de Violette, à celle d'une enfant, d'une petite fille, pas d'une grande criminelle. L'enjeu est de sauver la tête de sa cliente. Il sait que la peine sera lourde, mais il espère obtenir des circonstances atténuantes pour éloigner la guillotine de Violette. Et puis il évoque l'inceste, de façon détournée, implicite, mais il l'évoque. Il conclut sa plaidoirie en disant « Certes, elle a commis un crime épouvantable, elle doit être châtiée. Mais quoi qu'elle ait fait, il y a trop de pauvres choses dans son existence pour que vous n'accordiez point de piété à cette malheureuse enfant. Je vous demande pour elle le droit à la vie. Je demande pour elle le droit à la vie, le droit de pleurer. Et le droit de pleurer. » Cette défense ne plaira pas ni à la cour ni au public. Quand on lit les récits des chroniqueurs judiciaires, ils trouvent que Vézine-Larue n'était pas bon. Alors, est-ce qu'il n'était pas bon parce qu'il n'était pas bon, ou est-ce qu'il n'était pas bon parce qu'il a évoqué un sujet dont on n'a pas envie d'entendre parler ? Il est certain que l'inceste, c'est un sujet trop scandaleux pour être traité de front et pour qu'on en parle publiquement. Donc, la vérité, elle a été sacrifiée à la bienséance. L'inceste a été escamoté. L'inceste a été escamoté. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé au procès ? Eh bien, le procès a été une cérémonie de défense des pères de famille. Violette Nozières a commis ce parricide, ce crime énorme qui est au sommet de la hiérarchie des crimes.
Et puis, elle a commis aussi un parricide symbolique. En moins d'1 heure, le verdict tombe et la peine de mort à l'encontre de Violette Nozière est prononcée. À l'image du pays, ces 12 hommes, probablement époux ou pères de famille, n'ont pas pu ne serait-ce qu'envisager que la jeune fille dise vrai. Violette part pour la centrale d'Agneau en Alsace, enchaînée avec 14 autres femmes. Néanmoins, on peut s'étonner qu'avec tous les doutes qu'il y a eu, cette jeune fille de 19 ans soit condamnée à mort. Donc elle n'a pas bénéficié des circonstances atténuantes qui souvent vont aux femmes, et aux jeunes femmes en particulier. Le commissaire Guillaume, qui avait dirigé l'enquête, exprime alors son malaise. Il dit « Durant les longues journées du procès, je restais dans les couloirs du palais de justice, prête à déposer, à faire partager ma conviction que Violette m'avait paru sincère. Et j'aurais voulu pouvoir leur dire aussi que nous devions nous montrer d'autant plus indulgents que nous n'avions pas toujours fait notre devoir vis-à-vis de ces enfants perdus. Nous n'avions pas su, parents égoïstes ou imprudents, leur tendre fraternellement la main, les serrer affectueusement contre notre cœur. Mais je n'eus pas à dire tout cela. La défense elle-même ne me fit pas appeler. Et il y eut un numéro de plus parmi les recluses de la maison centrale de Haguenau. Ce qui est extraordinaire, c'est que le monstre en jupon, la débauchée, la parricide, la vénéneuse fleur des trottoirs, celle qu'on a haïe, qu'on a méprisée, eh bien cette jeune femme va finalement bénéficier de plusieurs mesures de grâce et d'une exceptionnelle mesure de réhabilitation, 30 ans plus tard. Alors après la condamnation à mort, l'histoire continue. La peine de mort est tout de suite commuée en peine de travaux à perpétuité, dès le lendemain du procès. Et puis après, en 1942, il y aura encore une autre mesure de grâce et la peine de travaux forcés est réduite à 12 ans. C'est-à-dire 12 ans, c'est le seuil qui permet d'espérer que si on se comporte bien en prison, on peut obtenir une libération conditionnelle. Et c'est ce qui va se produire en 1945. Tout ça, c'est possible grâce au comportement exemplaire de Violette Nozière en prison. Alors pendant la guerre, elle est transférée à la prison de Rennes. Et là, elle rencontre le fils du greffier de la prison. Et il tombe amoureux. En tout cas, en 1946, après sa sortie de prison, Violette Nozière se marie. Et à partir de là, elle va avoir une vie qui est complètement à l'opposé de la vie qu'elle a eue avant le crime. C'est-à-dire qu'elle va devenir une fille, une épouse et une mère modèle. Et l'empoisonneuse va devenir une mère nourricière, puisqu'elle va avoir 5 enfants. Elle va vivre toujours aux côtés de sa mère, dont elle va toujours s'occuper, alors qu'elle lui avait quand même aussi fait avaler du poison. Et puis, cette jeune fille qui sortait, qui pensait à s'habiller, la jeune oisive, est devenue une travailleuse acharnée. En plus, son mari va avoir un accident de moto et ensuite il va mourir jeune. Et donc, elle va travailler pour subvenir à l'entretien de toute une famille et d'une famille nombreuse. Donc ça, c'est tout à fait impressionnant. La vie d'une femme modèle et exemplaire qui donne à méditer aussi sur la question de l'inceste. Elle meurt en 1966 et 3 ans avant, elle a été réhabilitée. Alors, réhabilitée, ça ne veut pas dire qu'on estime qu'elle était innocente. Réhabilitée, ça veut dire qu'elle a assez payé et qu'on peut effacer sa condamnation. Ça veut dire qu'on peut tourner la page et qu'elle peut retrouver la jouissance de tous ses droits. Donc, c'est quand même un destin exceptionnel qui donne à méditer sur la peine de mort, et puis qui donne à méditer aujourd'hui, évidemment, sur la capacité des maires, des voisins, des juges et de la société en général à entendre la parole des victimes d'inceste.
Si, avec du recul, l'histoire de Violette Nozière a révélé la victime derrière la coupable, il est des femmes criminelles qui, au contraire, se sont cachées derrière un statut de victime supposée pour dissimuler leur culpabilité, leur propre perversité. Et il n'est pas de cas contemporain plus emblématique que celui de Monique Olivier. Monique Olivier, peut-être que son nom ne vous dit rien, peut-être que vous vous dites que ça vous fait penser à quelqu'un, mais c'est qui déjà? Elle a fait quoi? Monique Olivier, elle a été la femme de Michel Fourniret, le pédocriminel et tueur en série qu'on a appelé l'ogre des Ardennes, qui a sévi en France et en Belgique dans les années 80 et 90. Monique Olivier a été jugée en même temps que son mari. Mais les crimes de ce dernier étaient tellement abominables que personne ne s'est vraiment focalisé sur son épouse. Elle se disait soumise, sous emprise, alors que, à bien y regarder, sa perversité, sa cruauté n'avaient rien à enlever à celle de son mari. En réalité, l'ogre des Ardennes avait 2 têtes. L'une d'entre elles portait le visage de Monique Olivier. Femme 2, le procès de l'insaisissable et terrifiante Monique Olivier, à retrouver dans le prochain épisode de notre série Femmes coupables. Femme 2, ou le procès de l'insaisissable et terrifiante Monique Olivier, à retrouver dans notre prochain épisode de notre série Femmes coupables. Merci à Anne-Emmanuelle de Martini, historienne et autrice de l'ouvrage intitulé Violette Nozière, la fleur du mal, une histoire des années 30, paru aux éditions du Champvallon. Avec les voix de Margot Page, Delphine Monteco et Cyril Théophilos à l'interprétation des personnages. Femmes coupables, un podcast La Première de Juliette Proutot, préparé avec Margot Page et réalisé par Anna Bui. Tous les épisodes de la série Femmes coupables consacrés au grand procès de femmes sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.